parler des risques de l'écologisme radical. Le 24 avril, donc, un jeune écologiste fanatique, scolarisé au lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, a poignardé donc 4 élèves, dont une jeune fille qui est morte de ses blessures. Alors il faut dire qu'il s'est jeté sur cette pauvre fille, qui était sa seule copine dans l'établissement, parce qu'apparemment c'était un dingo. Et il est celle qu'il a ciblée en premier, et il l'a frappé de 57 coups de couteau. Il a ensuite blessé 3 autres élèves, et la tuerie a été heureusement limitée grâce à un technicien en informatique qui a eu le courage de frapper l'agresseur à coups de chaise et de détourner l'attention sur lui. Et ensuite, il l'a attiré dans des dédales, apparemment de couloirs, jusqu'à un lieu où il a réussi à le calmer. Pas à le neutraliser, mais par les mots, apparemment. L'autre s'est peut-être calmé. Et très très vite, les médias ont parlé d'un néo-nazi, parce qu'évidemment, c'était trop beau. C'est quand même... Mais en réalité, en guise de Waffen-SS des temps modernes, c'est surtout un garçon atteint d'éco-anxiété et gavé d'idéologie climatique qui a été arrêté. Alors voilà, je voulais savoir ce que vous inspire cette affaire. Est-ce que... Il y a 2 choses. Il y a, oui, l'éco-anxiété, mais je le dis, je le répète depuis longtemps, les jeunes sont C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut buter ses collègues de classe. Non, mais les jeunes d'aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine d'années, sont biberonnés à l'écologie. Et beaucoup croient réellement à la fin du monde. Ouais. Et d'où les soulèvements de la Terre, ou des gens comme ça, qui, je les comprends. Si j'avais cette foi en disant, bon, bah, vous préférez des œuvres d'art plutôt que de sauver la Terre, oui, ça se tient. Mais bon, sauf que, voilà, c'est un discours millénariste. Voilà, ça a toujours existé, des gens qui prônent la fin du monde. En général, ça développe les sectes, etc. Bon, ben là, c'est un parti politique, etc. Bon, alors, si ce garçon a été illuminé, voilà, pour peu qu'il soit un peu déséquilibré. Deuxième chose, il y a la récupération. Évidemment, il est de droite et très, très, très à droite. Forcément. Sauf que c'est pas vrai. Forcément. Ben ça, oui, sans doute. Son manifeste, mais je ne sais pas. Je Mais pense qu'il quelle ne faut pas prendre importance. au sérieux, en fait. Le problème, c'est qu'on prend trop au sérieux son manifeste. Parce que si vous lisez son manifeste, il y a 12 pages. Ce type, il a 15 ans, il a peut-être franchement dégénéré, et il prend un manifeste de 12 pages où il n'y a pas une faute d'orthographe et tout est bien articulé. Dommage, c'est le seul bon élève en fait de la France de seconde qui est complètement dégénéré. Donc non, mais son manifeste est accès à l'intelligence artificielle, évidemment, est pondu par une IA. Il y a tout et rien dedans. On pourrait dire que ça peut être anti-moderne, c'est anti-écolo, c'est pro-écolo. Honnêtement, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Donc, faut pas prendre au sérieux son manifeste. En tout cas, moi, je le prends pas au sérieux. On dirait l'éco-anxiété est réelle dans son bidule. Ouais, mais je suis même pas certain. Honnêtement, je suis même pas certain. J'ai quand même l'impression ou le sentiment qu'on assiste à quelque chose dont on n'a pas l'habitude en France, c'est la tuerie de masse. C'est-à-dire, vous regardez la manière dont ça s'est passé, ce qu'il a écrit, comment ça s'est fait, et ce qu'il a dit à la fin, parce qu'à la fin, il se fait arrêter et demande aux flics de le tuer. Il veut finir par un suicide, il demande aux flics de lui mettre une balle dans la tête. Et les flics ils disent bah non. On n'est pas aux États-Unis. Voilà. Mais sauf que ça s'est fait au couteau parce qu'on n'a pas une circulation d'armes, sauf si on habite en cité et qu'on a lien avec les narcotrafics, donc on a un couteau. Il avait une arme à feu sur lui. Oui. Ouais, mais il n'a pas utilisé l'arme à feu. Bon, voilà. C'est-à-dire ça ressemble vachement aux tueries de masse américaines. Vous regardez la manière dont ça s'est passé, la manière dont il a prémédité son truc. Il va dans les toilettes, il se clarifie, il va dans son école qui est le seul lieu qui à la fois est sanctuarisé, où il a des pseudo-liens sociaux, parce qu'il n'en a aucun à l'extérieur, et d'ailleurs la seule personne qui va tuer en premier, c'est la seule personne avec qui il a un lien, mais c'est pas celle qui visait, parce qu'au départ il était rentré dans une classe pour ressortir. Ça ressemble à beaucoup de portraits ou de récits de tueries de masse aux États-Unis. Alors, on a Xavier Van Leert qui voulait rebondir, et ensuite on aura une question d'auditeur. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Arthur. Il y a un petit côté américanisé dans le process et le passage à l'acte de ce garçon. À une chose près, c'est effectivement l'usage du couteau. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de double mimétisme, c'est-à-dire d'une part, l'idée n'est pas de moi, là, de Jean-Yves Le Gallou, double mimétisme, d'une part, la tuerie de masse américaine, mais dans un contexte français où la tuerie de masse et l'agression, généralement, c'est l'agression du loup solitaire auto-radicalisé, mais qui a regardé les vidéos de Daesh. Et donc, la rencontre des deux produits, Ouais, c'est vrai. et celle d'un garçon probablement profondément déséquilibré pour le coup, pour de bon,
et qui mime à la fois ce qu'il a vu dans les feuilletons, dans les films américains sur les tueries de masse, et aussi son environnement habituel, qui est celui d'une France où on égorge les gens pour un oui, pour un non. Le cocktail est assez écœurant, très triste, et évidemment très très fortement inquiétant, d'autant que... ça c'est sûr, oui. Si on a des enfants scolarisés, c'est un peu inquiétant. Oui, il y a une contagion de ce genre de choses. C'est-à-dire que dès lors que ça a eu lieu et que ça a été médiatisé, on peut redouter que ça se propage. Mais voilà, on voit où on en est. Ça m'a fait penser aussi à Fourquet, c'est-à-dire que chacun a son américanisation. Jérôme Fourquet, donc le sociologue. Jérôme Fourquet, donc, qui fait des études pour l'IFOP sur l'état de la France et les mutations de la culture profonde des Français. Et la culture profonde des Français est profondément américanisée. C'est un fait. On peut le déplorer, on doit le déplorer, mais c'est ainsi. Et eh bien, elle épouse aussi un certain nombre de mœurs très violentes issues du tiers-monde. Voilà. C'est un mix comptable. Charles-Henri Deloy. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la réaction consternante d'un député macroniste qui a dit il faut supprimer les couteaux et faire un permis de port de couteau de cuisine. Enfin, je veux dire, arriver à un tel degré de damnerie, c'est vraiment la déconnexion totale, quoi. C'est surtout un mépris de fer pour les. Mais je crois qu'il est, il est bête, quoi. Enfin, on va pas interdire les marteaux. On peut tuer avec un marteau, on peut tuer avec n'importe quoi, une ficelle. On peut il faut interdire les gens qui peuvent tuer. Mais il faut empêcher. Il faut mettre les gens. C'est-à-dire que c'est pas le port d'armes qui est problématique, c'est pas l'arme. L'arme ne décide pas de buter des gens. C'est très bien ce que je dis, parce que moi j'ai toujours dit à l'armée, on m'a dit une arme ne tue pas. C'est un homme qui tue. Un homme avec une arme. Mais pas l'arme toute seule, elle ne tue personne. Et surtout, une arme par destination se fait que n'importe quoi. Voilà. Mais là où j'en arrive, c'est qu'il faut mettre les gens sains dans des camps et les tarés en liberté. Parce que on y arrive. C'est-à-dire qu'on fait payer aux gens honnêtes les abus de quelques-uns. Parce que heureusement que ce n'est pas une majorité, évidemment. Et ben, ça sera toujours la réaction des imbéciles, de politiques complètement idiot, c'est on supprime un banc parce que c'est un point de deal au lieu de supprimer, au lieu de mettre en tôle le dealer. On supprime, je sais pas moi. Il y a des dames qui veulent élargir les trottoirs pour éviter le harcèlement de rue. Voilà. Mais quand on est arrivé à tel degré de connerie, on peut s'inquiéter de démagogie aussi. Oui. Alors, c'est un peu en lien avec ce qu'on est en train de dire, un auditeur qui nous dit: est-il possible de savoir l'origine du jeune qui a poignardé la jeune fille à mort de manière à comprendre l'origine de son acte? Alors, il s'appelle Justin Polat. Et Justin Polat, quand on voit son physique en plus, il n'a pas tout à fait l'air d'un Suédois. Et apparemment, c'est un nom, un patronyme turc. Et apparemment, voilà, il est d'origine turque, ce garçon. Ce qui, évidemment, ne veut rien dire. Je me garderai bien. Mais ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On ne dira pas qui est turc. L'espèce, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est de permettre de ricaner des accusations de néo-nazis, oui. Enfin, c'est peut-être aussi que si on contrôlait mieux nos frontières, les Turcs, Justin Polat ne serait peut-être pas venu tuer quelqu'un chez nous. C'est certain que les Turcs et les néo-nazis, ça va bien ensemble. Ils étaient alliés. Il y a eu, oui, c'est vrai. Enfin, la Turquie va surtout avec l'Allemagne, pour être parfaitement honnête, et ne pas accuser injustement les nazis. Sur cette affaire-là, ce qui est assez effrayant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'alertes, en fait. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va enterrer, en tout cas les responsables, à savoir, évidemment, du collège, on peut remonter, on va remonter jusqu'au ministère. Il y a eu plein d'alertes, et il y a eu plein de rendez-vous avec des assos dédiés, et en fait, il n'y a jamais eu de prise en charge. Donc là, on pourrait se dire, d'origine turque, immigré, éducation. En fait, non, l'éducation, elle était là. Les parents, ou en tout cas la mère, a alerté plusieurs fois. Il a rencontré différentes personnes. Et il est quand même passé à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a eu... C'est pas un trou dans la raquette qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a eu pas de prise en charge. Alors on sait qu'après, que la psychiatrie, c'est le parent pauvre en France et que depuis de façon depuis Mitterrand, il n'y a plus plus marre de psychiatrie. Mais ça va pas être le seul dingue en France. Et quand on voit ce qu'on fait de nos enfants, on risque d'en avoir plus qu'avant. Oui. Et là, on peut faire un parallèle d'ailleurs, ou un lien en tout cas, avec le meurtre de Abou Bakar dans une mosquée du Gard. Parce que là encore, les médias se sont empressés de trouver un coupable idéal. Manque de bol. Alors, ils espéraient que Grouchy, c'était plus cher.
Et en fait, ils ont espéré un bon néo-nazi, encore une fois. Non, manque de bol. Pas du tout. À côté. Apparemment, donc, c'est un jeune bosniaque qui aurait dû être expulsé, surtout, il y a plusieurs années. Et son ordre d'expulsion a été abrogé, cassé. Oui, parce que lui, c'est son père. Non, c'est son lui, père. en France. C'est son père. C'est Son son père père est arrivé avec 11 enfants en France. Ouais, La justice administrative a décidé qu'il ne pouvait pas partir car ça nuisait gravement à tout un tas de choses. Et donc ce jeune garçon, dont les journaux ne disent pas le nom en entier, ils se contentent de donner l'initiale H, est en fait un gitan bosniaque voilà, qui ne faisait rien chez lui, sinon regarder des jeux vidéo. Voilà. Et en revanche, ce qui est très amusant, c'est la manière dont les journalistes en parlent, puisqu'ils disent « c'est un Français de nationalité française ». J'ai lu ça sur France Info tout à l'heure, et donc à l'idée de pouvoir expliquer que c'était un Français de nationalité française, né en France et scolarisé en France et déscolarisé en France et vidéoté en France et français madame, jusqu'à la moelle, jusqu'à la moindre atome de la pomme qu'il avait mangé à son déjeuner. Voilà. Là, on sentait le journalisme est satisfait. Ça veut dire qu'on peut être français et pas de nationalité française. Aussi. Mais c'est ça. De nationalité française ou de et pas nationalité française. Moi, je français de nationalité française, je comprends même pas ce que ça veut dire. De nationalité française et pas français, ça peut être marrant. C'est une appellation d'origine incontrôlée, oui, voilà. C'est un motif de satisfaction, en tout cas évident, pour dire c'est pas un noir ni un arabe. Sauf que derrière, il y a des idées nauséabondes. Absolument. Il est chrétien. Ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il était chrétien. Oui. C'était important. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais je tiens quand même à rappeler que ce Français de nationalité française était chrétien. Oui. Alors, en tout cas, il s'est rendu en Italie, ce monsieur. Enfin, il s'est rendu aux autorités. Et en Italie, pays chrétien. Voilà. Et le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, qui lui est peut-être pas un Italien d'origine italienne. Italien d'origine italienne. Abdelkrim Grini, donc le procureur de la République, s'est félicité de cette arrestation et de la fin de cette chasse à l'homme. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, je ne sais pas si on a... Je trouve que c'est une chasse à l'homme en plus particulièrement réussie puisque le type s'est rendu. Il s'est rendu. Ce Français d'origine française. Et chrétien. Chrétien. Et chrétien. Faut le souligner. Mais pas chevalier de la Légion d'honneur. L'instrumentalisation du truc ça vaut le coup de revenir sur l'instrumentalisation du bidule par les médias et par LFI. Ah oui, LFI. Ah, LFI, c'était effrayant. Allez-y, Xavier, oui, parce que ça, c'était... Les larmes de crocodile n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Ouais. Oui, d'une part, et puis quand même la fable donc on a affaire à un Bosniaque dont la famille aurait pu dû être expulsée, qui poignarde violemment un Malien, si je ne me trompe pas, et à la fin, les responsables sont les Français racistes abreuvés des discours de haine qu'on peut entendre sur les médias alternatifs, et CNews en particulier. Oui. En gros, celui qui l'aurait armé, c'est Bolloré. Oui. Bien sûr. Peut-être qu'il regardait CNews toute la journée. Et c'est la trame qui est non seulement reprise et diffusée par LFI, mais peu ou prou accréditée par l'ensemble des médias de grand chemin. On vit quand même dans un univers, l'univers médiatique dominant est un univers parallèle dans lequel on peut recréer la réalité en fonction de ses désirs. C'est fascinant à observer quand même, c'est un asile de fous. C'est dingue. Il paraît que c'était un auditeur de Radio Courtoisie. On n'a pas de bosnien, nous, monsieur. Je l'ai lu quelque part. Alors, il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui écrivent d'ailleurs. On va les lire avant de passer à un dernier sujet. On sait que ce jeune homme est de famille kurde de Turquie. Sait-on si lui et sa famille ont vécu des traumatismes avant d'arriver en France, ce qui donnerait un éclairage supplémentaire. N'oublions pas que l'écologie peut être aussi terroriste. Souvenons-nous du meurtre par un écologiste du Hollandais Pim Fortuyn. Le premier prénom de l'assassin kurde est effectivement Justin, mais son deuxième prénom est turc Adar. Ah bah voilà. Je voudrais rappeler que le meurtrier a dit qu'il aimait Hitler. Hitler était un homme de gauche puisqu'il a fondé le Parti national socialiste. Voilà. Et vegan. Et vegan, tout à fait. Oui, c'est un grand admirateur de la marche en plein air et de l'écologie. Tout à fait. Le pape François est un covidiste acharné. Voilà, donc ça, on était un peu revenu en arrière. Et enfin, il y a peut-être une raison d'être écolo anxieux, et l'un de nos auteurs nous demande de confirmer quelque chose, effectivement, d'impossible à confirmer, c'est-à-dire la manière dont il y aurait des expérimentations sur l'ensemencement des nuages pour déclencher des pluies. Voilà.
Mais Là, donc, j'avoue que c'est un sujet technique. qui me si dépasse. jamais les auditeurs de Radio Courtoisie ont des lumières sur la question, qu'ils n'hésitent pas. C'était pas à l'ordre du jour. Alors, ce qui est à l'ordre du jour, c'est Renaud Camus. Alors, Renaud Camus, donc, c'est le contrôle des frontières. Ça, c'est quand même un sujet qui m'a doucement fait rire, bien que ce soit Tragique. honteux. L'Angleterre, donc, a décidé de reprendre le contrôle de son territoire. C'est ce que je disais en introduction. Et pour cela, donc, elle vient de frapper un grand coup en interdisant de séjour à un dangereux étranger au motif que sa présence n'est pas considérée, je cite, comme propice à l'intérêt public. Et l'étranger en question, si je puis dire, donc s'appelle Camus, Renaud, de son prénom. Et on lui reproche d'avoir développé, je cite, la théorie du grand remplacement, manifestement chère donc au cœur des autorités britanniques, puisqu'ils combattent ceux qui affirment l'existence de ce grand remplacement. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous a fait... si ça vous a énervé. C'est un délit d'opinion. Voilà, c'est tout. Mais ce qui est amusant, c'est que la presse étrangère en a beaucoup plus parlé que la presse française, comme d'habitude. Oui. Et que la presse de gauche n'a pas trouvé que c'était un scandale de mettre des murs au lieu d'installer des ponts. Mais que le Wall Street Journal a dit du bien de Renaud Camus. Ah, c'est vrai, tiens. Eh oui. Pouvez-vous développer Wall Street Journal, c'est Financial Times. allez-y. Non, Wall Street. Me demandez pas de développer, je parle pas anglais. Alors bravo. Voilà, comment vous le savez. Parce Parce qu'il lit Twitter. m'a sous-titré le titre et puis après j'avais pas faire plus. Mais oui, il a dit que c'était un intellectuel intéressant. Xavier Van Mierdenbos. Le plus grand des intellectuels contemporains méconnus. Ah bah, Dans Greuc m'a censuré parce qu'ils ont minoré la traduction. Ouais, c'est encore plus fort. Hein. Alors là, c'est pas le plus grand des écrivains contemporains, des intellectuels contemporains, c'est le plus grand des méconnus. Voilà. Oui, des méconnus. Il y en a beaucoup de Il méconnus. y en a plein. Oui. Ce qui est déjà pas mal, c'est sidérant que ce soit dans le Wall Street Journal. Ouais. Ah oui. Et pas dans le Figaro. Oui. Par définition, il est plus si méconnu que ça, quand même. Le Wall Street Journal, c'est quand même Un journal de gauche, oui. Ah oui. un journal de l'hyperclasse mondiale de gauche, c'est vraiment plus chic. Avant même le Washington Post que de lire le Ce qu'il faut voir, c'est le traitement de... Je termine, puis Charles-Henri, même si je ne suis pas dans Non, je vous entendais pas. Le titre de l'article, c'est « Qui a peur de Renaud Camus ?» Et toute la démonstration du journaliste tient à démontrer, et c'est là l'intéressant, c'est-à-dire au-delà d'une forme de réhabilitation de Renaud Camus, il met en accusation le gouvernement britannique pour son aveuglement sur l'immigration. Pour qui a peur de Renaud Camus ? Eh bien, ceux qui ont peur de Renaud Camus, ce sont ceux qui veulent cacher ce que Renaud Camus désigne sous le terme de grand remplacement. Et je crois que c'est la première fois que dans un journal grand public, un média, la grande bourgeoisie mondiale, on parle de la théorie du grand remplacement sans y accoler les termes théorie raciste et complotiste du grand remplacement. Et ce dont il accuse Keir Starmer, le gouvernement britannique, c'est de vouloir maintenir le déni sur cette réalité qui, dit le journaliste, est l'un des faits les plus bouleversants de ce début du siècle. Et ça permet probablement de saisir la véritable nature de Renaud Camus. Renaud Camus, c'est d'abord un écrivain. Un écrivain est quelqu'un qui utilise ses propres armes pour saisir l'époque dans laquelle il vit. C'est-à-dire que Renaud Camus n'utilise jamais de statistiques. Il ne dit jamais « Ah bah tiens, il y a un grand remplacement parce qu'il y a 40% de naissances halogènes dans les maternelles ou au collège ou que sais-je ». Non, il utilise autre chose, c'est sa propre sensibilité pour, l'âge aidant, saisir la mutation absolument incroyable qui est celle des sociétés européennes et occidentales face aux migrations de masse, mais au-delà du phénomène qu'il a appelé le grand remplacement, parce que le grand remplacement s'inscrit dans un autre concept camusien réhabilité par le Wall Street Journal, qui est le remplacisme global. Remplacisme global, c'est l'idée très managériale et gestionnaire que l'original peut être remplacé par une copie, par un ersatz pour un bénéfice de coût et de gestion. C'est-à-dire que l'original peut être remplacé par une copie moins chère. Moins cher, oui. Alors, je voudrais quand même le paradigme de notre époque. Alors, je voudrais en une minute, une Charles-Henri. chose, c'est que la gauche déteste évidemment qu'on change de camp. Il ne faut pas oublier que Renaud Camus vient de la gauche. Il était socialiste dans les années 70-80. Il a même fait un petit détour en faisant des mamours à Noël ma mère. Oui.
Et après, il a adhéré au ciel de Paul-Marie Couteau. Ouais. Donc, vous voyez, l'évolution dans le bon sens. Oui. Mais ça, c'est impardonnable pour quelqu'un de gauche. Et c'est pour ça, ils en ont rien à foutre de ses opinions. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a changé de camp. Allez, notre émission se termine. Malheureusement, on aurait pu en parler encore longtemps. On a une auditrice, pour conclure, qui nous dit « Le sicaire de la Grande Combe s'appelle Hadzovic. Sa victime était un migrant. Il serait resté chez lui au Mali. Le migrant serait peut-être encore en vie. Et peut-être que si l'autre, Hadzovic, était resté chez lui, il ne serait pas en prison. » Allez, ou alors en tout cas pas chez nous. Notre émission s'achève, donc on n'a pas pu parler, on le fera peut-être la semaine prochaine, de la bonne nouvelle de la semaine. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais c'est quand même bien. La semaine dernière, donc, l'Autriche a annoncé qu'elle suspendait, avant une éventuelle suppression, le regroupement familial. L'objectif, c'est de protéger les systèmes de santé, d'emploi, d'éducation face à l'afflux des immigrés. Eh bien, bravo à eux, bravo à l'Autriche, et j'espère que ça donnera des idées à tout le monde. Sur ce, à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation.